Pour commencer, je prends mes petites notes. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici à l'IoT Valley pour cette troisième émission. Aujourd'hui on prend la bretelle de l'entrepreneuriat. J'ai à ma gauche le premier invité, David Kéribin, CEO et cofondateur de Scénario, et Thibaut Lucas, CEO et cofondateur de Pixelia. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots votre parcours? Du coup, je m'appelle Thibaut Lucas, je suis diplômé de l'ENSET en 2019, donc il y a 1 an et demi, à peu près. J'ai fait EN, une filière qui n'existe plus, mais qui était électronique et traitement du signal, pendant 2 ans, et la 3e année, spécialité traitement du son et des images. En gros, pas mal de maths autour du signal, quoi. Et voilà, et on a monté Pixelia en étant étudiant. Et Okay. Après, c'est une histoire qui a continué derrière. Sinon, je viens d'Avignon. Et c'est tout. Ok. Alors bonjour, moi je suis David. Donc moi je viens du Mans. Ensuite j'ai fait prépa au Mans. Je suis arrivé à l'ENSET en 2009. Je suis rentré en info. Pendant l'ENSET j'ai fait beaucoup d'associatifs. J'étais notamment président de T27. J'ai décidé en 3e année de faire un double diplôme à la place de l'ENSET, de faire un double diplôme en management administration des entreprises dans une école qui s'appelle maintenant Toulouse School of Management, TSM. Avant c'était l'IAE. Et en fait le but de faire ça c'était pour monter la boîte, parce qu'on avait décidé de monter une boîte à la sortie des études avec 2 potes de l'ENSET. Et donc je suis parti voir comment monter une boîte. Et donc diplômé novembre 2012, immatriculé novembre 2012 et voilà, on a immatriculé une boîte qui s'appelait Visual, puis Citimeo, puis Scénario, et aujourd'hui c'est 40 salariés, on fait à peu près 3 millions de revenus et on est dans la gestion des écrans, les écrans physiques, soit dans les points de vente, soit dans les entreprises. Ok, peut-être qu'on peut s'attarder un peu plus sur vos entreprises. Donc 40 salariés, ça fait combien de temps que du coup elle existe? 9 ans, c'est ça? Oui, ça fait 8 ans. Ça va faire 9 ans en fin d'année. Effectivement, on a commencé à 3, juste en sortant d'école, et on a grossi au fur et à mesure. On a eu la chance de croiser le chemin d'entrepreneurs qui sont devenus des mentors et qui nous ont beaucoup aidés, notamment Ludovic Lemoine, qui est le patron de Sigfox, enfin qui était le patron de Sigfox jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, et du coup qui était le président de l'IoT Valley en fait. Et donc moi j'ai débarqué dans cet écosystème dans lequel j'étais méga bien accueilli et où on m'a pris un peu j'ai quelques mentors qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont expliqué ce que c'était que l'entrepreneuriat, qui m'ont ouvert un peu les yeux sur ça, et donc qui m'ont aidé à monter cette boîte. Et du coup on est 40 depuis à peu près 1 an, et on a grossi. Et du coup concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients? C'est de la communication sur les écrans à distance, si j'ai bien compris? C'est ça. Donc concrètement on fournit une solution technologique qui permet d'augmenter l'impact des messages sur écran. Et donc nous c'est un outil qui permet de piloter, créer, gérer des milliers d'écrans et des milliers de contenus sur des écrans, avec de l'algorithmique de diffusion qui permet en fonction du contexte, de la météo, de la date, du jour, etc., de mettre en avant un contenu plutôt qu'un autre. Voilà, et nos clients c'est principalement des comptes du CAC 40 ou du SBF 120, donc des clients comme AXA, comme Boulanger, comme Veolia, Engie, EDF, et un peu des régies publicitaires aussi. D'accord. Donc en fait, c'est les panneaux publicitaires qu'on voit dans les centres commerciaux où on voit la météo, par exemple. Non? Alors oui, il y a les panneaux publicitaires dans les centres commerciaux, mais il y a aussi des écrans pour la communication interne dans les entreprises. Donc par exemple, tous les écrans de l'ENSET qui font de la communication interne pour les étudiants et les employés, c'est géré par nos solutions. Ok. Et donc du coup vous avez développé une solution, elle est déjà développée, elle est finie, elle est aboutie, et aujourd'hui vous la vendez. Elle est toujours en amélioration? Ouais, disons que quand tu montes une boîte, tu fais ce qu'on appelle un MVP, un minimum viable product, et le but c'est de sortir ce produit sur le marché rapidement, de façon à avoir tes premiers retours, faire tes itérations, et puis au fur et à mesure, tu le développes dans le sens de du besoin client, dans le sens du besoin client, avec comme objectif de trouver ce qu'on appelle le product market fit. Et donc quand tu as le product market fit, c'est le moment où tu peux appuyer sur l'argent pour l'acquisition et grandir quoi. Okay. Donc oui, notre produit, il existe, il est développé. Maintenant, j'ai au moins 10 années de roadmap dans ma tête sur le produit.
Maintenant, ces 10 années de roadmap, elles vont pas du tout se dérouler comme je l'ai dans la tête aujourd'hui. Ouais. Ça va être chamboulé par plein de choses, mais on a suffisamment à faire pour occuper des dizaines d'ingénieurs pendant toute une vie, quoi. On voit qu'on utilise pas mal le mot d'anglais là, on rentre directement dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat. C'est ça. On va essayer de parler à tous les étudiants, mais bon, évidemment, c'est l'incontournable de l'entrepreneuriat. C'est ça. Juste avant de laisser la parole, Ouais. j'invite tous les étudiants qui nous entendent à apprendre l'anglais, hein, parce que si vous parlez pas anglais, ça sert à rien de créer une entreprise. Et en tout cas, de manière générale, si vous ne faites pas d'anglais, vous n'irez pas très loin. Ok. Moi perso, ça fait depuis le début de la boîte que je recrute que des gens qui parlent anglais. Et si sur ton CV tu ne parles pas anglais, c'est pas la peine de postuler chez Quand moi. tu dis parler anglais, c'est C'est mort pour bilingue moi. ou c'est Non, c'est être faut- capable de, c'est l'anglais s'exprimer. herbusien, tu vois. C'est Ouais. si t'as un gros accent français, on s'en fout. Mais le but c'est de Comprendre, parler, ouais. d'écrire. Du coup, tu passes tes entretiens en anglais. Ouais, il y a toujours une partie d'entretien qui est en anglais. Ouais. Ok. On pourra y revenir. Moi, je suis intéressé aussi de savoir Pour Pixelia, ouais. ouais, Pixelia, comment. Parce que j'avoue que moi, j'ai regardé le site internet et j'ai pas tout compris. Et pour moi, c'est un peu comme Google Lens. Je sais pas si ça ressemble un peu, genre. Enfin, moi, j'ai compris comme ça finalement. Ouais, bah alors, en fait, si tu le vois par rapport à Google Lens, peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est des API, donc des services que tu peux appeler depuis une application, un téléphone, qui vont faire une action pour toi, et qui vont te renvoyer le résultat en fait du processing. Et nous, on est avant en fait. Nous, en fait, on crée une plateforme qui permet aux ingés, en général dans l'innovation et la R&D, de développer des systèmes d'intelligence artificielle, spécialement du deep learning et du traitement d'image, donc computer vision. Ok. Et donc nous, on est plutôt équipementier des équipes de R&D que fournisseur de services. C'est-à-dire, D'accord. en fait, c'est un peu comme tu vas avoir un GitHub pour le développement logiciel, tu vois, pour gérer ton code ou ce genre de trucs. Ok. Nous, on va fournir des solutions qui permettent de faire globalement la même chose, mais pour l'intelligence artificielle. D'accord. Voilà. Et du coup, ouais, parce que j'ai pas du tout expliqué ce qu'on Ah ouais, faisait, c'est- d'où ça c'est venait, maintenant. tout ça. Mais en gros, nous, on a toujours la boîte, je l'ai co-créée avec Pierre Nicolas. C'était un autre N7 qui Ok. était dans ma classe, mon ancien colocataire, un pote quoi. Où à la base, on s'amusait pas mal à faire des petits projets dans notre coin à côté de l'N7. Ok. Notamment quand on est parti en stage en Malaisie en deuxième année, on était en labo de recherche, et pour tous ceux qui ont fait des stages à l'étranger, bon, il s'avère que peut-être que les deuxièmes années cette année, vu le contexte, on n'a pas trop fait, mais Clairement pas du c'est rêve, souvent un peu des planques quoi. Tu vas faire 3 mois de recherche dans un labo où finalement ton sujet tu l'as plié en 3 semaines parce qu'en fait on t'a envoyé là-bas parce qu'il y a un partenariat quoi complètement. Et donc on s'est retrouvé avec beaucoup de temps, confiné à l'époque, c'est pas un mot qu'on utilisait, mais finalement on était coincé dans un immeuble au bord de l'autoroute en Malaisie, donc on pouvait absolument rien faire, avoir beaucoup de temps à tuer, et moi une envie de manger des recettes européennes, c'est un peu choquant comme ça, avec des produits achetés dans des supermarchés asiatiques. Ok. Et du coup on s'était dit on va faire une appli mobile qui permet de scanner en fait ce que j'ai dans mon frigo à partir d'une photo, et à partir d'ingrédients plutôt asiatiques, essayer de trouver le correspondant de recettes européen. Ok. Donc tout ça, c'est pas cette idée débile, hein, mais genre qu'il y avait pas beaucoup de gens ont vu, mais tout est parti de là. Et en fait, c'est en créant ça qu'on s'est rendu compte de toutes les galères inhérentes en fait au développement de l'intelligence artificielle. Et au lieu de créer cette petite appli ridicule, on a plutôt décidé de régler tous les problèmes qu'on avait rencontrés en fait dans le Ok. développement de ce genre de projet. Voilà. Du coup, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, en gros, nous on fait des outils qui permettent de créer des bases de données. Je sais pas, peut-être le meilleur. Un exemple, tu vois, pour faire de la voiture autonome, tu dois avoir des centaines de milliers d'images qui sont annotées, donc avec des rectangles autour des personnes, des voitures et Ouais. tout, pour pouvoir entraîner des algorithmes prédictifs. Donc ça, il faut des outils, hein, c'est des humains qui font ça. Donc nous, il faut des solutions qui permettent d'accélérer ce processus d'annotation. Après, on va faire tout ce qui est entraînement d'intelligence artificielle, un peu bibliographie, rechercher quels sont les modèles à la mode, état de l'art, finalement quel est le meilleur modèle pour le problème, quoi. Et derrière, mettre en production tout ça. C'est souvent toute la chaîne de développement de l'intelligence artificielle, mais pour le traitement d'images et vidéos, quoi. D'accord. Ok. C'est ça que c'est. Ok. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur comment est née cette boîte. Moi, je trouve ça super intéressant, l'anecdote que, en fait, ce soit un vrai besoin que t'as ressenti, qui fait que, en fait, après, t'as monté ta boîte. Est-ce que, depuis tout le temps, t'as toujours voulu monter ta boîte, ou c'est vraiment l'idée qui t'a fait dire, tiens, je vais peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai une idée qui peut marcher et je peux en faire mon métier, en fait. Ouais, alors disclaimer, déjà ce qu'on a fait, c'est clairement pas ce qu'il faut faire, hein. C'est-à-dire que on a eu un petit peu de chance dans le fait que le problème qu'on avait rencontré était un problème partagé, mais il s'avère que ce qu'on a fait,
C'est-à-dire avoir un problème personnel et se dire que tout le monde a le même problème, c'est carrément ce qu'il faut pas faire. Hein, quand Ok. Je pense que David va que le confirmer. Apparemment. Bon, il s'avère qu'on a eu un peu de chance là-dessus, pour être honnête, mais rendons à César ce qui est à César, tu vois. Mais par contre, sur le côté, est-ce qu'on voulait créer une boîte? Ouais, la question s'est pas trop posée. Enfin, c'est un peu comme David, on avait décidé qu'on voulait monter Ok. une boîte. Ça aurait été ça ou... Et ça faisait longtemps ou c'est en côté. rentrant à l'N7 ou c'était... Alors, pour le coup, je saurais pas te dire exactement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis le jour où on s'est rencontré avec Pierre-Nicolas et qu'on a discuté un petit peu, on savait qu'on allait monter une boîte ensemble, quoi. Mais le trigger, tu vois, le truc qui dit, ok, là, maintenant, on va faire une boîte, franchement, je saurais pas dire, quoi. C'est un peu un truc qui vient comme ça, et je sais pas, David, comment c'était de ton côté, mais... Ouais, non, c'est intéressant, ça me fait rire parce qu'effectivement, oui, c'est tout ce qu'il faut pas faire, mais je pense que l'entrepreneuriat est fait de chance et de sérendipité, et qu'il faut un peu générer de la chance pour avoir une chance de réussir. Et je pense qu'effectivement, se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas du tout besoin d'avoir une idée, en fait. C'est un espèce de, pour moi, c'est un faux, c'est une fausse, c'est une idée préconçue, en fait, qui est pas bonne. On s'en fout de l'idée, effectivement, en fait, moi, j'ai lancé un truc sur les écrans, mais l'idée de départ était naze. Et en fait, ce qu'il y a, c'est, tu prends n'importe quelle idée, tu commences à la confronter au marché, et puis tu vas itérer, pivoter jusqu'à trouver un endroit où il y a un raisonnement entre le marché et le produit, et c'est celui-là sur lequel tu vas. Et je pense que moi, je suis pas passionné par la publicité sur écran, je suis pas passionné par je sais pas quoi, le fait de fournir un outil qui permet de communiquer sur écran. Franchement, je pourrais faire des poubelles connectées, ce serait tout aussi sexy, et je kifferais autant me lancer dedans. En fait, t'es intéressé par résoudre un problème qui répond à des gens, et je pense que c'est ça, être entrepreneur en réalité. Ok. Et après, pour le début de l'entrepreneuriat, pour moi, C'est une rencontre aussi comme Thibaut qui t'a... bah c'est clair, c'est clair que en fait, moi pendant que j'étais à l'N7, on a fait énormément d'associatifs. Je disais tout à l'heure un peu en off, mais qu'on avait fait un peu, j'avais probablement fait beaucoup plus d'heures, c'est même pas probablement, j'ai fait beaucoup plus d'heures d'associatifs que d'école, hein, clairement à l'N7. Et du coup, avec Joss qui était le vice-président de TVN7 quand moi j'étais président, avec Antoine qui était le président d'INPNet quand moi j'étais président de TVN7, et avec James qui était membre de TVN7 et d'INPNet. Et en fait, l'émulation globale. Ouais, on s'est dit, on va quand même pas les bosser chez Airbus, franchement, faisons un truc qui fait du sens, et voilà, et ça s'est lancé. Ok, t'étais quand même aussi trésorier du Club Bridge. Et j'étais trésorier du Club Bridge, président du Club Bretagne, j'étais beaucoup de choses. membre du BDE, j'ai fait pas mal de, dans pas mal Pas beaucoup suivi les cours, quoi. Non, effectivement, non. C'est vrai que ça me fait marrer quand tu parlais tout à l'heure. Je comprends l'informatique de manière globale et générale. Et je pense que si tu veux, ce que t'amène l'N7, c'est et comme la prépa d'ailleurs, c'est une capacité à comprendre les choses de manière globale, à voir des choses. Mais je suis un très mauvais. Je suis pas du tout un expert. Et c'est pour ça qu'il fallait que je monte la boîte avec des experts. Et Antoine, c'est juste une machine, et il nous fallait Antoine pour monter la boîte. C'était impossible, parce que avec Joss et moi, sinon on était complètement limité en termes de tech, quoi. C'était assez marrant. Et est-ce que l'associatif, ça vous a apporté peut-être des choses que vous apportez pas les cours pour monter sa boîte? Est-ce que d'être président de TVN7, ça t'a apporté au moins l'envie et aussi des compétences un peu de gestion de projet qui te servent aujourd'hui, peut-être le tout début du... Ouais, c'est clair. Enfin, c'est exactement ça. Je pense que je peux pas mieux le résumer que ça. Je pense que être dans une association, c'est comprendre la dynamique de groupe, comprendre les fondements de la dynamique de groupe et tout ce qui va derrière, et de la dynamique de gestion de projet. Et c'est ce qui c'est ça, moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je recherche, c'est monter une équipe ultra performante qui va réaliser des choses géniales. C'est voilà, les assos de l'N7, quoi. Et c'est ça, et, toutes les écoles. Et pour moi, l'associatif, c'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'est clé dans une école, l'associatif, parce que ça te permet de t'ouvrir l'esprit. Et évidemment, t'as les cours qui te permettent en fait, de commencer à toucher du doigt des problématiques et à monter en expertise. Mais c'est tout ce qu'il y a à côté, en fait, qui te permet de t'ouvrir l'esprit sur le monde. Ok. Et toi, Thibaut, t'étais président du BDS? Ouais, j'étais président du BDS. Ok. Mais à une époque où il y avait qu'une seule asso qui avait vraiment pouvoir à l'N7, quoi. Le foyer. Et mais du coup, non, alors là, pour le coup, moi, c'est pas ça qui m'a vraiment aidé à entreprendre. Ouais. Par contre, j'ai fait le CPP avant. Ok. Et le CPP, j'étais président du BDE, et en fait, ça m'a beaucoup plus appris. Donc le CPP, peut-être qu'on peut rappeler, c'est la prépa des INP. Ouais, c'est la prépa intégrée des INP. Ouais. Et en fait, ça m'a appris un truc qui est pas du tout dans le management et tout ça, c'est plutôt comment parler à quelqu'un qui se sent en position de force par rapport à toi. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper important quand tu montes une boîte. En tout cas, dans
David, c'est pareil, mais ce qu'on appelle en B2B, donc quand tu vends d'un business à un autre business, Ouais. et que t'es jeune et que tu montes une boîte, tu te trouves très vite dans une situation où t'as un mec avec plus d'expérience et un plus gros compte en banque, même si c'est pas vraiment le sien, il peut penser que c'est le sien, et d'arriver à trouver sa place dans ce genre de discussion où quelqu'un a l'impression d'être vraiment en supériorité par rapport à toi. À l'ENSET, au CPP, quand je devais composer un peu avec l'administration, c'est un peu compliqué, comme il y a des mineurs et des majeurs, il faut un petit peu négocier sur ce que tu peux faire, pas faire. Ok. Et ça m'a beaucoup aidé dans mes rendez-vous clients, quoi, finalement, derrière. Du coup, tu t'effaces pas devant, C'est pas ne pas s'effacer, c'est juste arriver à trouver la bonne manière de se placer pour qu'on Ouais, t'entende. ça s'apprend aussi. Ouais, Et voilà. c'est sûr que c'est pas dans les cours qu'on peut apprendre ça. Après, j'avais une question. Du coup, tu t'as dit que t'as fait un double diplôme à TSM, donc School of Management. Là, donc, c'est clair que ça a été vraiment pour lancer ta boîte. C'était le but. Ouais. Et est-ce que ça répondait à tes attentes? Est-ce que du coup, ce double diplôme t'a apporté des compétences en plus de celles de l'ENSET qui t'étaient indispensables? Est-ce que tu penses aujourd'hui que sans ce double diplôme, t'aurais quand même réussi? Alors, il y a plein de questions. Je vais essayer d'y répondre de manière méthodique. La première chose, c'est tout ce que j'ai fait à TSM, j'ai adoré. J'ai juste, c'était le vrai bonheur en fait. Si tu veux, j'avais touché du doigt certaines choses à l'ENSET. Il devait y avoir dans les cours mineurs, il doit y avoir un cours d'économie, un cours de compta. Et en fait, moi, je m'étais dit à ces cours, je m'étais dit, putain, c'est trop bien, c'est trop intéressant parce que c'est juste autre chose que juste du vieux code ou je sais pas quoi, des maths où je comprenais rien en plus, j'étais mauvais. Et du coup, quand je suis arrivé à TSM, en fait, c'est que des cours comme ça, économie, des cours de compta, de finance, de fiscal, d'entreprise, etc. Et franchement, c'est absolument génial. Moi, ça m'a ouvert l'esprit sur énormément de choses. Ça m'a amené un début de compréhension sur le monde de l'entreprise que je trouve que je n'avais pas du tout à l'ENSET. Je sais que l'ENSET a beaucoup travaillé ces derniers temps pour vraiment pivoter et s'adapter et aller vers beaucoup plus le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat de manière générale. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et en fait, tous les cours que j'ai eus à l'IAE me servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur. Les cours d'économie m'ont permis d'avoir cette curiosité intellectuelle, de pas se limiter à juste notre travail, mais au monde qui nous entoure, parce qu'en fait, les enjeux du monde qui nous entoure sont les enjeux qui vont nous rentrer en fait dedans demain, et sur lesquels du coup nos boîtes doivent se structurer et s'adapter. Sur la partie fiscale, finance, c'est la compréhension des chiffres d'une entreprise, etc. Alors je pense que j'aurais pu monter la boîte sans, mais parce que ça arrive, beaucoup de personnes. Ouais, bien sûr. La preuve, mais en tout cas, pour moi, je recommande chaudement ce double diplôme parce qu'il est, pour moi, ça a été vraiment un game changer et ça a été un vrai bonheur cette année. Elle m'a beaucoup ouvert les yeux. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, Thibaut, toi qui l'as pas fait, est-ce que c'est quelque chose, déjà, est-ce que tu t'es posé la question de ce que tu allais faire en troisième année, t'as hésité? Moi, je me suis posé la question plutôt en Master SP, enfin un bac plus 6, quoi. Ok. Moi, en gros, j'ai visé l'ENSET pour la filière traitement du signal et des images. Et du coup, partir en troisième année faisait pas du tout sens avec mon projet parce que ça aurait été faire tout le boulot sans avoir un peu la chose qui m'intéressait, quoi. Donc, c'était pas un parce bon que tu savais avant que tu voulais faire cette spécialité et t'étais vraiment intéressé par ça à la en base, sortant de la prépa. Ce qui nous a rapproché avec Penn, en fait, Pierre-Nicolas, c'était surtout qu'on voulait travailler dans le son à la base. Et du coup, je voulais absolument faire la spécialité traitement du son pour pouvoir bosser là-dedans derrière. Par contre, je pense que finalement, ce que tu dis, David, ça rejoint plutôt le côté faire autre chose. En gros, l'ENSET, c'est génial. Tu vas sortir, tu seras un expert. Honnêtement, si tu pousses vraiment les études à l'ENSET, tu peux devenir un vrai expert d'un domaine. Ouais. Mais fatalement, tu vas te focaliser sur des domaines. Et je pense que, bon, là, pour le coup, c'est partagé avec David, c'est le côté faire autre chose. Peu importe, ce serait de la peinture, ce serait pareil, tu vois. Là, tu parles de fiscal, de compta, effectivement, c'est pratique pour monter une boîte, mais ça aurait pu être de la philo, de l'histoire, ça aurait été pareil, je pense. C'est l'histoire de juste un peu ouvrir tes horizons et d'apprendre autre chose. Et ça, c'est le gros avantage de monter sa boîte, à mon sens. Parce qu'il y a bien un truc sur lequel je retiendrai, c'est de pouvoir toucher à tout, quoi, finalement. Ouais, tu vas ouvrir des portes et pas aller travailler directement dans le domaine dans lequel t'es formé. Et finalement, cette année Master Spé qu'a fait David, nous, on l'a fait un peu tout seul. En gros, on a fait 1 an de galère. Alors, faut pas se mentir, c'est des galères absolues parce qu'évidemment, tu parles du fiscal. Moi, j'étais là, je voyais un Excel, je dis attendez, mais comment ça marche? Et hop, fatalement, t'apprends, tu vois. Et il m'a fallu 1 an à peu près pour comprendre tout ça, mais un peu tout seul, quoi, finalement. Parce que si tu comprends les chiffres et que t'es un peu ouvert d'esprit, que t'écoutes les gens, finalement, tu peux apprendre tout seul ce genre de truc si t'es un petit peu aidé, quoi. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le monde du B2B et apprendre à parler à des gens qui sont dans des entreprises, en fait, c'est pas du tout
c'est pas du tout facile en fait, c'est pas du tout inné, naturel. Et je pense qu'on a tendance et c'est d'ailleurs pour ça tout à l'heure quand tu disais que c'est une mauvaise idée de monter une boîte sur un problème que toi t'as la plupart du temps, parce qu'en fait toi t'es juste un bisounours dans un monde de bisounours au moment où t'es à l'N7 quoi. Et au moment où tu sors dans le vrai monde, mais c'est juste tu te manges un mur quoi. Et en fait tu ne sais pas ce qu'est le monde. Et c'est vraiment moi j'ai ouvert les yeux en sortant de l'N7 quoi. J'ai découvert ce qu'était le vrai monde. Et le vrai monde, c'est moi j'ai fait 6 mois de stage à Airbus avant de monter la boîte. Du coup, c'était les stages de fin d'études. Et moi, j'étais au service achat. Et faut comprendre que Airbus, c'est les contrats de ramettes de papier A4, c'est 3,5 millions d'euros. C'est du papier A4. Et en fait, si toi, tu sors avec ton mindset, juste avec ta petite bulle de ce que t'as vécu à l'N7 ou dans l'associatif, t'es bloqué. Et en fait, comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, créer de l'empathie pour comprendre comment ça fonctionne, et la dynamique de fonctionnement des entreprises, c'est hyper complexe en fait. C'est la découverte de. Ouais. Nous, on mais a hyper intéressant. Touché du doigt en césure. Les membres du projet, là, on est tous en césure, on a tous fait un premier stage, et c'est vrai que c'est aussi ça qui nous a motivé à faire ce projet, c'est ce premier pas dans l'entreprise. On se rend compte qu'en fait, le monde il est immense derrière, et qu'à l'N7, on est peut-être un peu, ou même dans notre école en général et dans toutes les écoles en France, je pense que c'est la même chose. On est un peu enfermé dans notre quotidien, et c'est important de faire ce premier pas et d'aller chercher autre chose, peut-être dès la deuxième année avec un stage ou quoi. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on en parle par rapport à l'entrepreneuriat, mais dans tous les domaines, je pense que c'est intéressant. Ouais. Et moi, j'avais une question. Du coup, tous les deux, vous avez lancé votre boîte juste après votre diplôme, finalement. Vous n'avez pas eu peur, finalement, parce que j'ai l'impression que ça a réussi un peu pour vous deux, mais vous n'avez pas eu peur de l'échec? Vous n'avez pas eu peur de se lancer dans un truc comme ça? Alors nous déjà je pense qu'on peut pas du tout affirmer qu'on a réussi encore. On est encore dans la... Oh nous non plus hein. On est en recherche de réussite disons, c'est peut-être le meilleur moyen de le décrire. Alors déjà si t'as peur à 23 ans de te planter alors que t'as rien à perdre littéralement c'est un peu dommage je pense. Enfin, t'as beaucoup plus à perdre si tu montes une boîte à 35 qu'à 23 quoi. Et après moi j'aurais tendance à dire que si tu penses trop, enfin tu commences à intellectualiser ton échec, que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, mais si tu y réfléchis, c'est déjà pas bon signe sur ton état d'esprit général et ta chance de réussir, quoi. Ouais, faut pas y penser, foncer. Bah ouais, et puis au pire ça marche pas. Le tout étant de essayer de comprendre pourquoi ça a pas marché, hein, parce que comme ça tu ressors quand même grandi. Ouais. Mais si tu commences à réfléchir avant même d'avoir démarré, comment est-ce que ça se passerait si tu rates, tu grilles un peu des étapes, tu vois. C'est c'est comme ça que je le vois. Je te rejoins de manière générale. Malgré tout, je pense que alors donc il y a deux choses. Le premier c'est moi c'était un aveu de lâcheté de monter la boîte en sortant de l'école parce que je me suis dit parce que j'avais un CDI chez Airbus et clairement là la vie était toute tracée quoi, tu vois 2 ans après la bagnole, le chien, la baraque, l'emprunt et c'était fini quoi. Et je me suis dit mais jamais en fait, j'ai envie de créer quelque chose et j'ai tellement hésité et j'ai hésité à signer ce contrat en me disant mais le problème, je savais que le problème c'est que j'allais me faire enfermer et que c'était fini et que j'allais jamais réussir à en sortir parce que une fois que t'as gagné un train de vie, tu ne peux plus le lâcher de manière générale. Ouais. Tu vois, quand tu voyages en première classe, tu ne peux plus repasser à la seconde classe, tu vois. Et du coup, moi quand j'ai commencé, je bouffais des pâtes et du coup, je prenais le train de nuit pour aller à Paris faire mes rendez-vous business et je dormais dans un Airbnb pourrave au 7e étage sans ascenseur, dans une espèce de chambre de bonne de l'enfer et genre honnêtement, j'aurais le train de vie aujourd'hui si tu veux 8 ans après, mais je peux pas le refaire. C'est fatigant, c'est complexe. Et donc revenir en arrière, c'est compliqué. Et donc pour moi, monter la boîte à la sortie de l'école, c'était la chose la plus simple qui pouvait m'arriver parce que de toute façon, j'avais rien à perdre d'une certaine manière. Ouais. Maintenant, pour autant, j'ai toujours j'ai un rapport à l'échec qui est pas bon et j'ai hyper peur de failer en permanence. Et du coup, je dois me soigner pour prendre des risques parce que le problème, c'est que si tu ne prends pas de risques, tu risques de ne pas réussir en fait. Et donc, je pense que, pour moi, qui est plutôt une ambition forte, avec énormément de création de valeur, tu vois, je pense vraiment, et quand tu disais tout à l'heure, t'as pas réussi, non, moi non plus, je considère qu'on n'a pas réussi. Et franchement, multiplions par 10 le nombre d'employés, créons 1000 fois plus de valeur, et on pourra commencer à discuter. Et je pense que le problème, c'est que si tu prends pas de risques, tu peux pas faire ça en fait. Tu ne peux pas faire de manière générale, itérative, une boîte qui arrive à 100, 200, 500 salariés, sans prendre à un moment des risques. T'es obligé. Donc il faut l'accepter. Par rapport à ça, je trouve ça intéressant. Ton ambition, c'est vraiment de développer ta boîte et de grandir en nombre de salariés, en résultats, en valeur.
est-ce que c'est viable de monter une entreprise en ayant l'ambition d'avoir une boîte de 50 salariés qui tourne, qui fonctionne et sans aller plus haut? Est-ce que c'est un... Ah bah complètement. Ah mais c'est enfin, en fait Ça il y a dépend plein de modèles et si tu veux moi c'est ce que j'ai découvert en arrivant dans l'IoT Valley, ce qu'était que la startup en fait. Parce que si tu veux dans l'entrepreneuriat, t'as des milliers de branches d'entrepreneuriat, et il faut comprendre dans quel métier tu t'inscris. Et le métier dans lequel tu t'inscris, c'est ça qui va enfin ça doit être cohérent avec ton ambition, ta vie, ce que tu veux faire. Et donc monter une agence par exemple ou une SS2I, enfin une ESN maintenant on dit, ou monter une PME, c'est pas la même chose que monter une boîte avec un produit qui est scalable. Pareil, et du coup, tout est louable, il y a aucun problème. Et monter, par exemple, un commerce, ben en fait, c'est cool. En fait, tu crées ton propre emploi. Mais moi, mon ambition, c'était de créer de l'emploi, de manière générale. Okay. C'était mon point. Et le seul, enfin, et pour moi, il y a deux possibilités. Soit je le fais en créant une SS2I ou une type d'agence sur lequel, bah oui, tes contrats, si tu veux, tu rajoutes des people au moment où tu as des contrats, c'est normal. Soit je le fais d'un point de vue produit, et donc le revenu est décorrélé du nombre de personnes, parce qu'à un moment, okay. En rajoutant une personne de plus, tu crées 10 fois plus de valeur, tu vois. Et j'ai préféré ce choix-là, mais c'est c'est un choix. Il y a plein de choix, ouais, tout à fait. Il faut juste être bien avec ça, en fait. Il faut bien comprendre où on est, parce que si on ne sait pas dans quel jeu on joue, on prend des mauvaises décisions. Et ça, c'est pas forcément facile au tout début quand tu te lances de justement. Mais tu itères. Ouais, voilà, tu évolues. Moi, mon rêve dans la vie, c'était d'avoir 10 employés quand je suis sorti de l'N7 et j'ai changé depuis. Okay. Ah oui, du coup. Et est-ce que vous avez été accompagné par l'école dans ce projet entrepreneurial? Est-ce que vous avez déjà cherché de l'aide à l'école? Et je sais qu'il y a des écoles, dans de plus en plus d'écoles, il y a des incubateurs internes à l'école. À l'N7, il y en a un. Une start, Ouais. Bah alors nous on était dans les premières ou deuxième promo d'Enstart, je pense. Ok. Et du coup, bah, on a été accompagné, notamment en termes de logistique, hein, parce qu'on est encore aujourd'hui dans des bureaux qui sont mis à dispo par l'N7. Et ça, honnêtement, c'est presque le meilleur accompagnement qui soit, parce que, enfin, c'est quand même locaux, un vrai budget, les locaux. Ouais. C'est assez incroyable. Si on faisait l'addition à la fin du nombre de loyers qu'ils nous ont fait économiser, c'est assez dingue. Et après, bon, c'était au début. Du coup, c'était surtout de la mise en relation avec soit des anciens qui avaient fait des boîtes, soit des experts qui n'étaient pas toujours les experts les plus indiqués au moment, mais qui globalement de la mise en relation. Okay. J'ai l'impression que maintenant ça commence à se structurer encore plus, hein, l'accompagnement des startups. Ouais, il y a des programmes maintenant carrément pour être formé à l'entrepreneuriat au sein de l'école. Ouais. Moi j'ai un peu de mal avec tous ces programmes de formation entrepreneur. Bon, c'est Okay. un autre On sujet. pourra y revenir. Mais je pense que petit à petit il va y avoir de plus en plus de choses. Nous on a été au début, il y avait énormément d'initiatives. Il fallait faire son choix sur lesquelles étaient pertinentes, lesquelles étaient pas, mais on peut pas leur enlever qu'il y avait énormément de ressources à dispo quand même. Donc c'était quand même vachement cool. Et après, ça nous a quand même permis de rencontrer des anciens dans le réseau. Enfin, je pense notamment à Marc Jalabert, qui lui nous a beaucoup aidé depuis quasiment le tout début, quoi. Et ça, c'est typiquement le genre de gars où c'est incroyable, quoi. Tu l'as dans ton téléphone et dès que t'as un doute, t'as un problème, tu l'appelles. Ouais, c'est une richesse. En fait, le fait de pouvoir contacter quelqu'un qui est complètement extérieur à la situation, mais quand même dans le milieu, hein. Enfin, si j'appelle mes parents, tu vois, ça marche pas. Évidemment. Ça a une valeur. Pas tes parents, peut-être qu'ils ouais, non. Non, pour le coup, non. Et ça a quand même une valeur qui est incroyable. D'avoir quelqu'un qui a un point de vue extérieur et qui peut te recentrer un petit peu. Ça, c'est génial. Et ça, du coup, le réseau N7 te permet d'avoir accès à ce genre de personnes. Et qui, globalement, sont tous très bienveillants. Moi, j'ai pas rencontré une seule personne qui a refusé de me rencontrer ou t'aider. Ouais. Franchement, et puis moi, même avec plaisir, quand des gens me contactent maintenant, à ma petite échelle, tu vois, genre, j'essaie de rendre et j'espère que ça va être que de mieux en mieux et j'ai l'impression que c'est le cas. Ouais, je comprends que s'entourer, c'est quand même primordial, surtout dans l'entrepreneuriat. Tu parlais tout à l'heure des mentors, t'aurais accompagné et sans ça, t'aurais peut-être pas. C'est clé. Sûr que tu serais pas. C'est une clé de réussite, c'est certain, et c'est c'est quelque chose moi j'ai compris beaucoup trop tard parce que je l'ai compris en sortant de l'N7 en fait, mais la force et l'importance du réseau. Effectivement, et du coup, il y a un travail, il y a du travail qui est fait par des anciens de l'N7, dont tu citais Marc. Je pense que Frédéric Bruel aussi a beaucoup œuvré pour amener des choses à disposition des étudiants, pour les inciter à découvrir ce que c'est que la valeur du réseau. C'est ultra puissant. On a accès à des gens et en fait qui sont ravis de donner un coup de main. Moi, ça a été Samuel Bourri, qui est le patron de Ublim.
qui était une start-up, qui était voilà, lui aussi était patron de T27, était président de T27 aussi d'ailleurs à l'époque, qui m'a beaucoup aidé au tout départ de la boîte. Et je pense qu'il y a les gens, enfin les anciens N7 qui notamment ont été en entrepreneuriat, ont véritablement envie de donner du temps et d'aider. Ouais, et en fait, le problème, c'est qu'on ne vient pas nous voir. Et alors du coup, à chaque fois qu'un étudiant vient que quelqu'un vient nous voir pour nous demander de l'aide, mais c'est un vrai bonheur en fait. Ouais. C'est juste génial. Et c'est souvent quelque chose qui est peu compris par les étudiants. Mais Demander de l'aide ben, et s'entourer pour. et c'est au ça, moins, et ouais. la puissance du réseau, comprendre que faire partie de l'N7, puis de la IN7 et des associations, c'est faire partie de réseaux, de cercles en fait, dans lequel on peut passer de l'un à l'autre de manière facile parce qu'on a cette identité partagée, cette envie de réussir ensemble, quoi. Et c'est clé. Et je pense que malheureusement, on est à des années-lumière de la puissance que peuvent avoir les écoles de commerce en termes d'alumni, quoi, de réseaux d'anciens. Et c'est hyper dommage parce que c'est une force, c'est une vraie force. C'est quelque chose qui travaille. L'N7 travaille notamment sur ce réseau-là. Et... Ouais, tout à fait. Je pense que Marc, au conseil d'administration, fait beaucoup de travail pour appuyer là-dessus. Et sur la partie entrepreneuriat plus précisément, il y a aussi des anciens de l'N7 comme Lison, je pense, et Corentin qui font beaucoup pour aider les étudiants avec l'option entrepreneuriat, notamment à comprendre ce que c'est en fait que l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est hyper important. Ouais. Et chacune de ces petites initiatives mises bout à bout, c'est de l'ouverture d'esprit. Et puis toi, ensuite, en tant qu'entrepreneur, tu choisis en fait ce que tu retiens, tu choisis ce que tu vas actionner comme levier. Mais chacune de ces initiatives est top vraiment pour les étudiants. Ok. Et c'est vrai que ces rencontres, elles sont indispensables. Là, on parle des rencontres au sein de l'école, au sein du réseau de son école. Est-ce que c'est des rencontres qu'on peut trouver dans des structures comme les incubateurs et les pépinières quand on monte son entreprise? Est-ce que ce type de structures sont indispensables à la production de son projet, ou est-ce qu'on peut s'en passer, et après aussi quelles sont les différences entre ces différentes structures? Puis moi j'avais peut-être un cliché, mais pour moi, j'ai l'impression que toi par exemple tu avais besoin de locaux, mais dans ma tête un start-upper il était dans son garage et c'est un cliché de ouf, mais genre vous pouvez faire de chez lui quoi. Ah, ça, Vu que c'est t'étais le même deux, cliché vous étiez deux. que l'IA et iRobot, quoi. Enfin, c'est c'est un des cliché images que- de films, mais Ouais. ouais. Bah si, c'est possible de monter sa boîte dans son garage, mais juste il y a un moment ton garage il devient tout petit. où il n'y a pas assez de lumière au moins, quoi, tu vois, parce que tu sors pas beaucoup. Ouais, et puis je pense qu'il faut, la richesse passe, et en fait tu gagnes des années grâce à des gens qui sont déjà passés par tes problématiques, et du coup, en fait, être dans son garage, c'est un énorme problème. Nous, on a commencé dans nos cuisines respectives, on n'avait pas de garage nous, malheureusement, mais on a été à 3 à bosser pendant 5 mois, chacun dans nos cuisines. Avant d'être accepté à la IoT Valley et d'avoir les locaux, et c'est là où tout a démarré en fait. C'est le moment où, oui, on a eu des locaux pour se poser ensemble, déjà, ça c'est la première étape, mais la deuxième, c'est être entouré d'entrepreneurs, et du coup avoir la capacité, avoir la facilité à accéder à ces gens et à leur poser des questions, et c'est quelque chose qui est tellement complexe, mais qui est vraiment dur à faire, d'aller à l'initiative de se dire, ok, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler telle personne, et je vais juste lui dire où j'en suis, et voir ce qu'elle va me dire. Parce qu'en fait, tu ne peux pas imaginer ce qu'elle peut t'apporter jusqu'à ce que tu fasses cette action. Et au moment où tu fais cette action, et tu sors et tu fais... moi, quand Ludovic, il venait passer 1 heure avec moi à l'époque au camping, c'était l'accélérateur de la IoT Valley, il repartait, j'avais gagné 6 mois. J'avais gagné 6 mois de vie de start-up. J'avais fait un shortcut, quoi. Et du coup, c'est hyper important de créer son réseau. Maintenant, il y a beaucoup d'initiatives. Il y en a plein qui sont des initiatives un peu malheureuses. Je vais pas citer le nom, mais il y a, disons de manière générale, les initiatives publiques sont pour moi problématiques parce que en fait, le public ne peut pas apprendre l'entrepreneuriat. Seul l'entrepreneur peut expliquer l'entrepreneuriat et amener. Et du coup, je pense que c'est bien que le public essaye de faire des trucs, mais il ferait mieux de financer des incubateurs privés qui sont drivés par des anciens entrepreneurs de façon à ce que eux aident. Parce que grosso modo, du coup, il y a des structures publiques, des structures privées. C'est un gros bazar. T'as différence, incubateur, accélérateur. Parce que du coup, l'IoT, quand on ouvre la page sur Internet, on trouve cette définition. C'est ni un incubateur ni une pépinière, C'est vrai. mais on accompagne des projets innovants, machin. Oui, tout à fait. En fait, c'est une association d'entrepreneurs, la IoT Valley. Effectivement, en fait, la difficulté quand tu crées ta boîte, c'est de comprendre exactement tout à l'heure ce que tu disais, tu vois, sur est-ce que tu es une agence, est-ce que tu veux créer une PME ou est-ce que tu veux créer une start-up. Tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une start-up? En fait, comprendre ça, il faut aussi comprendre dans quel domaine tu es. Et en fonction de ton domaine et de ton état,
ben tu vas Tu vas plutôt pas aller aller dans un au endroit, incubateur, et- plutôt dans un Ok. accélérateur, etc., etc. Ok. Et il y a plein d'initiatives et je pense que le seul moyen pour savoir où aller, C'est d'en c'est parler, d'interroger c'est ça. d'interroger des Ouais, gens qui d'accord. sont passés. Et eux, ils sauront te dire, ils sauront te guider, en fait, te baliser le chemin, parce que c'est vraiment compliqué de l'extérieur. Donc c'est souvent la solution, s'entourer et poser des questions pour gagner Ouais. du temps, quoi. Honnêtement, il y a, à mon avis, autant de structures d'accompagnement qu'il y a de types d'entrepreneurs. Pour être honnête. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose où on ne sensibilise pas du tout les gens sur ce sujet-là. Et c'est hyper important de savoir que, enfin, c'est pas parce que ça se passe mal avec un telle structure d'accompagnement ou tel machin que soit ton projet est pas bon, soit que tu vas dans les mauvaises directions. Enfin, en gros, il y a déjà, il faut pas s'accompagner, enfin se faire accompagner pour les mauvaises raisons. Globalement, si c'est pour aller chercher de l'info, oui. Si c'est pour trouver quelqu'un qui va te dire quoi faire, non. Globalement, je pense que ça c'est une règle assez générale à tous les trucs. Intéressant. Et après, ce que dit David sur ça, enfin s'entourer d'entrepreneurs, même au sein des incubateurs, ça c'est très très vrai. Enfin, pour deux raisons. La première, c'est déjà forcément les conseils seront plus pertinents, et toi tu les écouteras beaucoup plus. Parce que forcément, si quelqu'un qui vient de courir un marathon t'explique comment t'entraîner pour courir un marathon, tu vas le plus le croire que si le mec il est Pour son canapé. obèse, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un peu, bon, c'est caricatural, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour ces deux raisons-là, c'est important, je pense, de se rapprocher plutôt de structures qui sont encadrées par des gens qui ont déjà fait ce que tu essayes d'accomplir. Pas C'est des le cas, donneurs ouais. de leçons, en quelque sorte. C'est le cas avec la UT Valley, du coup. Ouais, tout à fait. Et juste pour rebondir là-dessus, moi, pour l'anecdote, j'ai, au bout de 5 mois dans nos cuisines respectives, il y a un startup week-end qui s'organise à l'N7, et on se dit, ah bah, génial, on va y participer. Nous, alors, ça fait 5 mois qu'on fait, l'erreur classique de l'entrepreneur français, qui est, on travaille en sous-marin, surtout sans en parler aux gens, parce qu'on pourrait nous piquer l'idée. Une question intéressante. Superbe idée débile, parce que évidemment personne va te piquer l'idée, tout le monde s'en fout de ton idée, et surtout ton idée est probablement toute naze, quoi. Et donc en parler, c'est le meilleur moyen d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours et d'itérer en fait toi-même. Et donc bon, il faut pas la garder pour soi, mais bon, bref, on fait cette erreur. Pendant 5 mois, on travaille sur notre projet. Sans en Sur parler. une super régie publicitaire pour les petits commerçants basée sur des écrans et de l'intelligence, enfin de l'algorithmique qui mettrait en avant le bar qui fait l'happy hour à 17h, etc. Bref. Donc voilà, on se dit au bout de 5 mois, bon, on va le présenter au Startup Weekend. Donc on débarque au Startup Weekend, on est sélectionné et puis on participe pendant 50 heures et à la fin du Startup Weekend, on pitch et franchement, mais c'était sûr qu'on allait gagner. Parce que les autres, ils avaient des idées de merde, les BP étaient nazes. Enfin bref, on était vraiment les meilleurs, il y avait aucun doute dessus. Et là, on n'est même pas classé. Et genre, mais moi j'étais au Tout s'effondre. fin fond du gouffre parce que je me dis, putain, ça fait 5 mois qu'on bosse comme des Ça acharnés. sert si, Et en fait, notre idée est merdique. Et donc il y avait un jury, et il y avait un jury de 5 bonhommes que je citerai pas, mais voilà, qui sont tous issus du monde plus ou moins voilà public, privé, un peu des gens à droite à gauche. Et mais voilà, ils avaient choisi qu'on était, on était même pas classés, on était même pas dans les 3 premiers, quoi. Et puis du coup, on va prendre un pot avec les autres participants à la sortie du truc quand même, pour noyer le chagrin dans l'alcool. Et puis un mec arrive, me tape sur l'épaule et dit, ah, le jury c'est des cons, votre idée elle est géniale, vous auriez dû gagner, vous voulez en faire une boîte? On dit, bah oui, il dit, ah, venez, je vais vous aider, quoi. Et ce mec c'était Ludovic Clement. Et moi je le connaissais pas à l'époque, c'était le patron de Sigfox, à l'époque c'était 40 salariés. Sauf que voilà, quelques années après, Sigfox c'est 300 millions d'euros de levée, c'est 450 salariés. Bref, c'est un truc de fou. Et ce mec-là, si tu veux, a changé ma vie ce jour-là parce que des personnes qui ne comprenaient rien à l'entrepreneuriat m'avaient donné ensemble d'un commun accord un avis de ton truc est nul, tu vois. Ouais. Et c'est dramatique. Et Finalement, évidemment, il va sans dire que les 3 autres projets qui avaient gagné sont tous morts-nés depuis. Ouais. Il y en a pas un qui a survécu, tu vois. Ouais, Et c'est dramatique, T'as mais la même c'est anecdote comme ça. Il nous arrive la même chose, disons après. C'est vrai. Ouais, concours pépite, on a fait 7ème sur 8 ou un truc comme ça. Ah bon, c'est pas Mais là, ce qui est intéressant dans l'anecdote, c'est qu'en fait, la rencontre, c'est pas toi qui l'a provoquée, elle est venue un peu naturellement, et c'est grâce à elle que tu es là aujourd'hui. Mais du coup, un conseil peut-être qu'on peut donner aux gens qui veulent se lancer, c'est, pour conclure cette partie, c'est s'entourer et ne pas hésiter à aller poser des questions et présenter son projet, son idée pour itérer dessus le plus vite possible, finalement, et gagner du temps, quoi. C'est ça, c'est assez handicapé, hein. Tu dois générer ta chance. Ok. J'aurais pas participé à ce concours pour me faire tracher par le jury, je serais pas là aujourd'hui. T'aurais pas été boire un verre, t'aurais peut-être pas retrouvé. Exactement, non mais c'est pareil. J'aurais pas été boire un verre pour discuter avec les autres participants. Voilà, donc il faut générer en fait. La et conclusion, c'est pas bourrez-vous la gueule. C'est vrai que là, ok.
imaginons maintenant, j'ai mon idée, je veux me lancer. Par quoi je commence concrètement sur on va rentrer un peu plus sur les questions moins drôles, sur l'administratif, les financements. C'est une question qui est revenue quand on a demandé à nos auditeurs un peu les questions qui se posaient sur l'entrepreneuriat. C'est souvent comment je peux me lancer sans être sûr que je vais pouvoir me rémunérer financièrement, comment je commence et comment je lance mon projet. Alors déjà, il faut être quand même très honnête. Hein. L'égalité des chances parfaite quand tu lances un projet entrepreneurial en sortie d'études, elle n'existe pas. Enfin, soyons honnêtes. Hein. Si t'as pas un rond, c'est quand même très compliqué. Sauf certains business models. Mais ouais, bah oui. Okay. Même à la limite, tu vois, si tu vis chez tes parents et que t'as juste à acheter ta bouffe, ouais, tu t'en sors. Par contre, si tu dois payer ton loyer, ton machin, ça va vite être compliqué quand même. Enfin, soyons, je pense, honnêtes là-dessus. Parce que avant tout, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre hein, de l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas d'argent, il y a un moment, ça ne sera pas possible. Après, il y a franchement beaucoup de dispositifs de financement quand tu te lances. Okay. Mais pour financer le projet, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un peu d'argent perso. Pour vivre, en fait, tu vas pouvoir un peu financer des développements, des machins, mais par contre, tes pâtes et ton loyer, tu pourras pas forcément. Okay. Après, tu as le système du prêt étudiant qui peut quand même marcher pour te faire un peu de compte courant. Mais globalement, quand même, il y a beaucoup de dispositifs de financement, notamment la bourse French Tech, hein, qui est, je pense, utilisée par toutes les boîtes qui se lancent dans des trucs technologiques. Okay. Tu as la région aussi qui aide pas mal avec les passes ad hoc, process, projet, il y en a pas mal. Okay. Mais qui sont quand même tous conditionnés par ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. Du coup, c'est quand même... en gros, ils vont te prêter 1 euro si toi, tu as 1 euro. C'est pas vraiment c'est une ça, assurance mais globalement, c'est ça. Okay. Donc, pour avoir de l'argent, des subventions, il faut quand même avoir un peu de fonds propres. Et ça, c'est des subventions que tu peux avoir... comment dire, quel avancement de projet tu dois proposer en face pour avoir droit à ces financements, enfin, à ces aides. Alors je suis pas un expert, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un dispositif à chaque phase. Okay. Donc toi, par exemple, t'as pu être aidé un peu à toutes les phases et dès le début, pas forcément. Alors nous, on est des phobiques administratifs. Okay. Du coup, là, on est en train à peine de faire la bourse French Tech, alors que ça fait 2 ans quand même qu'on bosse. Okay. Mais globalement, je connais beaucoup de gens qui ont pris tous ces dispositifs et ça se passe plutôt bien. Il y a quelques dossiers à monter, quelques appels à faire, changer un petit peu les mots dans les dossiers, mais globalement, et donc ça se passe bien. Aujourd'hui, vous avez lancé ça il y a quelques mois, enfin votre produit. Tu te rémunères pour l'instant ou pas encore Moi personnellement, je me rémunère pas quoi. On génère un peu d'argent, mais je me rémunère pas. Okay. Ouais, j'ai mis 3 ans avant de me payer. 3 bonnes années avant de me payer. Et du coup, je valide effectivement. Je confirme tout ce que tu as dit. Je suis complètement d'accord. Le prêt étudiant, moi je me suis lancé avec un prêt étudiant et un deal avec mes parents. Et Joss avait le même deal avec ses parents. C'est vous payez le loyer et la bouffe et vous nous offrez 2 ans de temps quoi. Okay. Et du coup, ça avait été le deal. Moi, mes parents ont accepté ce deal parce que mes études n'avaient pas coûté grand chose parce que du coup entre la prépa et l'ENSET j'avais toujours c'est ça comparé à une école et ils m'avaient dit bon ok allez alors ça avait été dur parce qu'en plus quand j'aurais dit que j'avais refusé le CDI pour eux c'était un peu compliqué mais ils ont accepté ils ont joué le jeu et donc grosso modo à partir du moment où on paye le loyer et la bouffe t'as besoin de rien d'autre concrètement pour toi, ce qui fait que tu peux te consacrer à la boîte et donc ça m'a offert 2 ans et puis après, j'ai négocié 1 an de plus de rab parce que j'avais pas été au bout. Et du coup, nous, pour nous lancer, effectivement, on a fait un emprunt étudiant auprès de la LCL. Je sais pas si c'est toujours la banque à fond de l'ENSET. Ouais, mais je crois que c'est encore celle de l'ENSET. Cool. Et du coup, j'avais fait cet emprunt étudiant donc sans garantie ni caution. Et donc, moi, j'avais emprunté 15 000, Joss 15 000. Et on l'avait fait, alors on avait un peu, d'ailleurs, triché, mais merci la LCL, on l'avait fait... après le diplôme, donc officiellement on n'était plus étudiants, mais c'était super cool. Ils nous avaient même fait une carte ISIC, donc moi j'avais bénéficié des réductions étudiantes pendant 3 ans de plus, c'était trop cool. Okay. Et donc du coup ensuite on a bouffé les pâtes et ces 15 000 euros ils servent à développer le projet quoi. Okay. Donc ensuite c'est effectivement cash is king, donc à partir du moment où t'as plus de cash, t'es dans le mur, donc il faut toujours que t'en aies. Maintenant du coup c'est quoi l'enjeu ? Je pense que l'enjeu c'est de sortir le plus rapidement possible le truc minimum qui te permettent de tester le marché pour rentrer un peu d'argent. C'est à ce moment-là que tu peux faire des levées de fonds, par exemple. Je dirais que au-delà des levées de fonds, je pense que un produit. En fait, le truc le plus important qu'il faut se dire, c'est la source numéro 1 de revenus devrait être celle de tes clients.
et celle de ton produit. Ok. Et donc, Pas miser sur. il faut tout faire pour que ça ce soit le premier. Et une fois que tu as des premiers clients, un peu de traction et que tu as réussi à prouver quelque chose, ben en fait, tu peux aller convaincre des investisseurs, tu peux aller convaincre différentes choses, sachant que les banques, elles sont complètement absentes dans cette phase de vie. Jamais elles te prêtent. Évidemment, t'es le moins. Il n'y a aucune chance que tu rembourses. Si tu veux concrètement monter une boîte, t'as 95% de chance de mourir dans les 5 ans. Donc, de toute façon, je veux dire, les banques te prêtent pas, c'est évident. Et donc, il faut te démerder autrement. Parce que pour témoigner avec ma propre expérience, là, je fais un stage dans une startup depuis 3 mois à Paris, et ça fait 1 an qu'elle est montée. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la question de la levée de fonds, elle revient souvent. Et c'est un peu le débat tout le temps. À quel moment tu l'as fait, quand, comment, et est-ce que tu attends d'avoir Le plus tard possible. le plus tard possible, mais du coup de pouvoir survivre entre guillemets avec ce que tu as. Et du coup là, ça dépend si tu avais un métier avant ou si tu as fait ça en sortie d'école, pour pouvoir continuer justement comme tu disais avec du cash. Et après, c'est à ce moment-là, quand t'en as plus, que tu vas justement te tourner vers ces levées de fonds. Alors, quand on a pu, c'est un peu trop tard pour faire une levée de fonds. Ouais, De c'est manière vrai. générale, en fait, le fonctionnement, ça c'est un truc que j'avais découvert aussi, que la dure réalité au moment où on est arrivé, on a monté la boîte. Mais en gros, le moment où il faut aller chercher de l'argent, c'est le moment où tu n'en as pas besoin. Et ça, c'est assez contre-intuitif, quoi. C'est-à-dire que non, tu vas pas faire ton prêt CTLM au moment où tu veux vraiment cette télé. Tu vois, tu vas faire un emprunt au moment où tu sais que t'en as pas besoin, comme ça tu es en super position de force pour faire ton emprunt, et puis une fois que tu l'as fait, et ben au fur et à mesure, si tu as besoin de l'utiliser, tu vas l'utiliser, quoi. Donc ça c'est de manière générale comment tu fais. Donc bah ouais, la levée de fonds, le problème c'est que la levée de fonds, si tu veux, c'est un peu, ça a été un peu idéalisé, je pense, et tout le monde s'en fait une fausse idée. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le jour où tu fais une levée de fonds, tu as un chronomètre qui tourne au-dessus de ta tête. Parce que tes investisseurs, ceux qui ont mis de l'argent chez toi, ils attendent. L'argent, c'est pas le leur. Et donc, eux, ils doivent le rendre avec des intérêts, avec quelques années, etc. Donc, à la seconde où tu lèves, tu te mets dans un rythme qui est différent. Et du coup, bah, si tu peux ne pas lever, franchement, enfin, les boîtes qui arrivent à faire des vrais succès sans lever d'argent, mais c'est génialissime. Enfin, c'est juste magnifique. Et tu prends, par exemple, une boîte comme One Password, ils ont fait leur première levée de fonds l'année dernière. Ça faisait mais genre 10 ans ou 15 ans qu'ils n'avaient jamais fait de levée et ils faisaient déjà 300 millions de revenus, un truc comme ça. C'est juste, franchement, c'est magnifique. Donc il n'y a pas besoin, la levée de fonds, c'est juste, ouais, on a l'impression, enfin c'est cool, franchement, super, c'est cool. Putain, le jour où on a levé 2,5 millions, t'es dans les échos, et puis c'est cool si tu veux, tu vois ton compte en banque. Moi, j'ai fait un screenshot parce que c'est normal, j'avais jamais eu plus de 5 chiffres sur mon compte en banque. Et là il y avait 7, c'était trop drôle. Mais en fait, passer cette euphorie momentanée, tu vois, bah en fait, là tu viens juste, c'est le début en fait, si tu veux. Donc ouais, il faut un peu désidéaliser, je pense, la levée de fonds. La levée de fonds, c'est un moyen, c'est un des moyens qui te permet d'arriver où tu veux. Et ce qu'il faut te demander, c'est, tant que t'en as pas besoin, ça sert à rien d'y aller, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas donner une partie de ta boîte, et le pourcentage de ta boîte, c'est le truc le plus c'est ta richesse en tant qu'entrepreneur. C'est ton equity, c'est ta richesse à toi. Ouais. Et donc si tu commences à en donner, ben en fait, d'une certaine manière, tu perds, quoi. Donc il faut bien faire la part des choses. Ok. Et je reviens sur le fait que tu disais que tu avais un peu la phobie administrative. Moi, je suis curieux de savoir comment tu gères ça et quand tu te lances, à quel point c'est un frein, parce que honnêtement, de l'extérieur, on se dit waouh, c'est quand même pas rien. Si t'as pas envie de le faire, ça te prend combien de temps dans ton côté? Et d'ailleurs, l'incubateur ne te permet pas, enfin, les incubateurs, est-ce qu'ils permettent de faire ce genre de démarche administrative? Par exemple, la IoT Valley, est-ce qu'ils permettent de faire? Alors moi, je sais pas, j'étais pas à la IoT Valley. Ah non, ouais. Mais moi, j'étais dans un autre incubateur. Ouais. Mais non, ils m'ont pas aidé, hein, sur ce sujet-là. Globalement, ils t'expliquent comment faire, mais si tu le fais pas, c'est ta faute, quoi. Mais après, c'est normal, hein. Non, mais après, tu te sors un peu les doigts et puis tu le fais, quoi. Enfin, à un moment, moi, c'est juste, je repousse, mais il va bien falloir le faire à un moment donné. Et puis quand la situation, c'est je remplis ce dossier où ma boîte n'a pas d'argent, à un moment, tu fais le choix de faire le dossier, tu vois, il n'y a pas d'histoire. Et c'est bien de te concentrer sur ton produit, développer de la valeur pour tes clients. Enfin, sur un moment, entre ça et faire de l'administratif et des papiers pour gagner de l'argent pour plus tard, juste le meilleur argent que tu puisses faire, c'est l'argent de tes clients. Mais là, on parle de l'argent, mais moi, je parlais aussi de l'administratif au sens général. Est-ce que ça prend beaucoup de temps dans ton projet au début de déclarer, enfin, en fait, j'y connais rien, donc. Là-dessus, si tu veux, moi, j'ai fait l'IAE parce que j'avais exactement ce feeling, si tu veux, ce mindset. Ouais. Et je pense que c'est un peu une idée reçue. C'est-à-dire que c'est pas si compliqué que ça. Okay. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Il y a plein de choses pour monter sa boîte. Si tu veux, tu prends des statuts standards.
Donc en fait t'as pas besoin de grand chose pour monter ta boîte. T'as besoin d'un banquier, d'un expert comptable et de statut pour ta société, quoi. Et donc à partir de là, et 1 euro. Bon. Et une fois que t'as fait ça, t'es immatriculé. C'est un petit peu de paperasse à faire, mais franchement honnêtement c'est assez light. Tous les papiers, si vous voulez, tu peux aller sur jurismatic.fr. C'est un site sur lequel notre cabinet d'avocats offre en fait de manière gratuite et open source tous les contrats qui vont bien pour que tu commences, même tes contrats de CDI, de CDD, effectivement. De la vidéo, ouais, tout à fait. Et du coup, une fois que t'as fait ça, c'est assez facile. Mais le seul truc, c'est que une fois que t'as immatriculé, les ennuis commencent, quoi. Ça veut dire que 2 semaines après, tu reçois ton premier courrier de l'URSSAF avec une amende parce que t'as pas payé un truc, parce que t'étais pas au courant. Et ça, tout le monde le reçoit, quoi. Ouais, tout le monde le reçoit. C'est incroyable. Ça fait 20 ans qu'il y a cette espèce d'arnaque. En fait, mais alors si jamais vous montez une boîte, ne payez pas ces papiers. Hein. Okay. C'est quand tu t'immatricules. On mettra aussi le lien. Quand tu t'immatricules, t'as des gens qui snipent en fait les registres de greffe, quoi, des nouvelles immatriculations. Et tu reçois des espèces de fausses amendes, mais de 5 ou 6 institutions différentes. Elles sont bien faites, hein, franchement. Et à chaque fois, il y a écrit payez ça pour vous abonner à tel truc. Je pense que donc encore une fois, tu t'attrapes une maladie, je pense en fait, et finalement si tu te fais avoir, tu te retrouves à payer, je pense qu'à peu près 500 balles de cotises à des trucs qui n'existent pas, quoi. C'est facile, ouais. Ouais, en fait, ce qui est horrible, c'est que l'entrepreneur, c'est une proie, mais c'est un truc, mais c'est à un niveau industriel, quoi. C'est-à-dire que en fait, à la seconde où t'as immatriculé ton truc, ça arrive dans tous les sens. Mais tout le monde te tombe sur le nez, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, t'as toutes les sociétés qui t'appellent pour te dire, oui, on fait du conseil aux collaborateurs, aux entreprises, blablabla. La première fois que tu dis, sympa. Et oui, et au début, tu dis, c'est intéressant, parlons-en, et puis le mec débarque, et en fait, c'est le moment où c'est tout ce poids-là vient te tirer vers le bas, et t'empêche, toi, en tant qu'entrepreneur, de te concentrer sur la seule chose que tu dois faire, qui est créer de la valeur. Point. Et du coup, c'est vraiment un cauchemar. Et t'as des mecs, c'est des spécialistes, c'est horrible, c'est des vautours. Et ils tournent autour de toi pour essayer de te pomper tes euros, mais toi, par définition, t'as pas de thune, quoi. C'est une catastrophe. Et c'est pareil. Moi, je me suis fait avoir une fois sur je me rappelle plus comment s'appelle ce journal. J'essaierai de le retrouver de façon à mettre le lien pour garantir que tout le monde fuit ce journal en particulier, mais un journal qui t'appelle en disant oui, on fait un journal spécialement sur ton secteur, et du coup une édition spéciale, tu peux avoir une double page, ça atteint des centaines de milliers de machins, c'est en libre service dans tous les salons VIP d'Air France, de machin de trucs, dans les jets privés, tu te dis ah ouais, c'est génial, c'est pas si cher, normalement c'est 15 000, mais là il y a une offre de lancement, c'est 3 500, machin, truc bidule. Les mecs te vendent le truc, mais te font vriller. Tu achètes, et au moment où en fait tu reçois le truc, d'un seul coup, mais en fait on t'avait dit que tu serais sur la cover, mais ce qu'il y a sur la cover, c'est le titre de la catégorie dans laquelle s'inscrit ton Et en fait, c'est juste, tu regardes le truc, t'es en mode, en fait, ils t'ont pas menti, mais tout est pourri. Et en fait, ton reach, il est zéro, et t'as juste perdu du temps, t'as lâché 3500 balles pour rien. Et ça, c'est en permanence. C'est en permanence. C'est classique. Ouais. Bonjour, j'aimerais faire un reportage sur vous. Ah, super. Oui, c'est combien? C'est dans BFM TV, machin. Ah, cool. C'est combien? Ça sera 17 000 euros. Ah oui, bonne journée, monsieur. Et après, t'as ça. Mais tous. Et donc, encore une fois, si on est tout seul dans son garage, peut-être qu'on sait pas ces choses-là. Et si on s'entoure et qu'on est dans une structure, qu'on en parle, tu vas dire au gars d'à côté, putain, c'est qui ça? Ça a l'air super. Mais en fait, non, et c'est comme ça que tu te fais pas avoir, quoi. Oui. Mais ça, c'est classique, quoi. Peut-être qu'on peut faire une petite pause. Allez, petite maintenant question. qu'on a débroussaillé un peu toutes les questions administratives, tous les papiers, on peut du coup enchaîner sur les papiers à piocher. Vas-y, tu prends une question et pose une question à David. Ah oui, c'est des vraies questions. Ouais, c'est des vraies questions. Le truc le plus marrant, original que tu aies vu dans un CV. Ça tombe bien, t'as pu en voir quelques-uns. Ouais, des CV, nous on en reçoit des centaines par an. Et du coup, donc j'en ai reçu beaucoup. Je réfléchis parce qu'il y a vraiment des CV. Au début, on a beaucoup, on rigolait beaucoup sur les CV, on se partageait les CV. Si, alors il y a deux trucs. Un des trucs qui nous est le plus marré, c'était c'est les niveaux d'équitation, parce que les gens ils nous mettent, on a je sais plus quoi, galop 6, poney 8, machin, et nous on connaît rien à ça, et c'est très drôle, et nous on rigolait vachement. Mais ça c'est juste pour une petite anecdote. Il faut savoir que pour moi le plus important dans un CV, c'est tout ce qui va à côté de l'école classique, des trucs du schéma classique, tout ce qui est tout ce qui touche à des choses que tu as fait par toi-même, et c'est pas genre oui j'ai fait un projet à l'ENSET parce que c'était le projet long, non c'est quel projet j'ai fait de manière personnelle
sur lequel j'étais pas obligé de faire En plus et de que j'ai votre temps fait. de formation Pour moi, c'est et- ça qui est le plus important dans un Initiative, CV. Il faut initiative. bien comprendre. Enfin, ça, il faut bien le savoir. Et donc, je rigole sur l'équitation, mais mettez si vous faites de l'équitation, du sport, Rien de contre l'activité, c'est l'équitation, important. hein, J'ai rien on contre précise. l'équitation. Et, Moi, j'adore et- le cheval. hein. et après, dans les trucs assez géniaux que j'avais reçus et qui m'ont fait un peu, qui m'ont fait marrer, c'était un X Polytechnique écrit en blanc sur un CV. Et en fait, pourquoi le mec avait fait ça? Donc le mec avait pas du tout fait l'X, hein. Mais le mec avait mis ça parce que si t'envoies tes CV chez Airbus, Altran, Alten, toutes ces boîtes-là, Ouais. par défaut, t'as des Ouais, robots oui. qui préfiltrent, Ouais. en fait. Et les robots, ils prennent que des mecs qu'on fait, tu vois, si t'as fait l'N7, évidemment, bah, t'es bien vu dans ces boîtes-là. Mais si C'est pas t'as sur le premier écran. si t'as pas fait dans l'N7, bon, l'algorithme, ben, quoi. en fait, tu peux te cheater, tu écris en blanc sur blanc X Polytechnique, comme ça se voit pas sur le CV, mais ça passe les robots, Comment tu l'as parce que vu, le du robot le lit. Et c'est Antoine qui l'a découvert, je ne sais pas comment, il m'a jamais expliqué comment il avait pu trouver ça, mais effectivement, quand tu surlignes le CV, si tu veux, tu voyais au Peut-être qu'il y en a milieu. qui se reconnaîtront. Et c'est marrant. juste génial, et donc voilà, ça c'est un truc qui m'a bien fait rire. Ok. Alors là, pour le coup, ça c'est pas drôle, mais j'invite les gens à le faire, parce que je trouve que ces robots là de préfit, c'est un peu ridicule, et c'est un bon moyen pour ça à travers. Ok. Il y en a beaucoup comme ça. Enfin, c'est souvent les grands groupes qui font ces algorithmes. Ouais, c'est chez les grands groupes, je pense. Bah, il y Hein. a quand même une grosse... Moi, perso, je prends, ce mec-là, on l'a évidemment pas contacté. Non, et... Mais bon. disons que Ah, parce, pour les grands à cause de groupes, ça ou? Ouais, bah, si tu Bah, veux, moi, c'est j'ai pas comme forcément envie d'avoir un menteur dès le début, quoi. Ouais, ouais. ça dépend comment tu vois les choses. Parce Oui, que- mais si tu veux, parce que ça se voyait pas il sur postulait les- pas chez Airbus quand il postulait chez moi, quoi. Tu vois, il pouvait se Il a mis dans le douter CV, quoi. que, tu vois, on était 3 à l'époque, on n'avait pas de robot qui lisait les CV, quoi. Oui, c'est pas la même chose. Bon, Mais mais en même temps, il y a quand même une vision des choses où c'est quand même un mec qui a essayé de triquer le truc, et c'est intéressant, quoi. oui, mais à la limite, s'il avait écrit en blanc sur blanc, X Polytechnique, PS, si tu vois ça, franchement, bravo, c'est génial, mais tu comprends, c'est important, je l'aurais pris. Tu vois, lui, je l'aurais Mais là, reçu. peut-être qu'aujourd'hui, il voit les images et il se dit, Ah, ah, il est dégoûté, là. je Dommage. tenterai l'année prochaine. Ok, bah peut-être si tu veux poser une question, bien sûr. Alors, à Thibaut. Thibaut, question pour toi. As-tu déjà demandé une augmentation? Bah, du coup. Ça, c'est compliqué comme Tiens, question. j'en ai une autre Mais dans attends, le- par contre, je peux en faire une qui est un peu qui est un peu liée. C'est comment tu gères, comment sont gérés les salaires chez toi, et de manière générale, comment tu prices les profils que tu recrutes. Alors, c'est très simple, on n'a jamais eu de CDI. Donc, c'est facile. Sinon, on a eu un mec en freelance, genre, du coup, il fallait négocier. Ouais. Et c'est des salaires indexés sur des trucs classiques, quoi. Pour le coup, on n'a pas encore eu à se poser trop la question. Ok. Les recrutements qu'on a fait, c'est alternance, stage, et du coup, Parce que freelance. là, pour l'instant, vous êtes deux et vous avez en plus de... Un alternant, et on a un troisième associé à Paris. Ok. Et bon, on a eu deux stagiaires, d'autres alternants. On fait pas encore assez de chiffres pour avoir vraiment du CDI, quoi. Ok. Donc, pour l'instant, trop tôt. Bon, Pour c'était une avoir mauvaise ça. question. Du coup, je t'en pose une autre qui est la pause du midi, c'est plutôt gamelle ou resto? Gamelle, à fond. Ok, bah, Bah, pour la raison qui est très simple, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, déjà, et puis, c'est le nerf de la guerre. et puis en Je étant à comprends Saint-Thomas, en fait, tu t'es vite limité, quoi. Une fois que t'as fait une fois asiat, une fois sandwich, une fois Ouais, kebab, bah, c'est pas Paris. C'est ça que... Et toi, David? Moi, du coup, alors j'ai évidemment mangé des pâtes pendant les 3 premières années de la vie de scénario, et puis ensuite, alors moi le repas du midi, le midi, c'est un des créneaux dans mon agenda que je préfère parce que y a pas de réunion souvent le midi, et du coup c'est un moment qui est libre et ce qui me permet de faire un rendez-vous avec quelqu'un. Et le resto est un moment méga informel pour faire ça. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai passé, ça me fait marrer le jour, je recevais un rapport de Google sur ma localisation dans l'année, etc. Parce que j'avais activé le service. Et du coup, j'ai découvert que j'ai passé 10 jours au resto l'année dernière. Voilà. C'est intéressant. Ouais, c'est une stat intéressante qui prouve que ouais, c'est moins gamelle que resto, même si Ça voilà. l'a été. Là en ce moment, il y a beaucoup moins de Ah oui, voyages, oui. et du coup, j'ai l'occasion de moins manger avec des gens. Mais quand je mange avec des gens, enfin, c'est gamelle avec une personne, un entrepreneur ou. Ah, il y a toujours, ouais, la discussion, quoi. Ouais. Ok. Peut-être, pour finir, on va peut-être parler de une journée type. Enfin, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait hier? Genre, toi, David, t'as fait quoi hier? Qu'est-ce que t'as fait Alors mais hier hier on a fait Snoréo. Donc Snoréo, c'est l'événement annuel de la boîte et on amène tout le monde au ski. Et du coup, Ah, on ouais. a fait ski de fond biathlon T'es bien tombé Pendant pendant la le temps du rêve. pendant toute la journée. Voilà. Et avant-hier, du coup? Et, et du coup, non, sinon une journée classique, c'est quoi? Alors j'ai pas vraiment de journée type, mais grosso modo, j'ai une bonne partie de mon agenda. Donc je dirais que j'ai un petit 20% de mon temps, un cinquième de mon temps qui est lié au recrutement de manière générale. Donc j'ai beau avoir 2 RH en permanence, tu es soit
à aller chercher des gens et des profils, soit à Traiter ceux qui interviewer ceux qui sont ramenés, etc. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Il n'y a pas une personne qui rentre dans la boîte sans passer à minima par Joss et moi, par voir Joss et moi, en plus de la RH et en plus des managers dans lesquels ils vont rentrer. Ensuite, il y a une partie stratégie de la boîte. Donc mercredi, moi j'avais un board avec mes investisseurs. Donc tous les 2 mois, j'ai un board de 2 heures avec mes investisseurs sur lesquels je représente l'état de la boîte, la stratégie, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est bloqué, où est-ce qu'on a besoin d'aide. Donc voilà, on a des gros sujets en ce moment, notamment people, puisque la stratégie de la boîte on a fait un gros pivot de la boîte l'année dernière, un pivot stratégique de la boîte sur le type de clients qu'on a, et ça amène une réorganisation complète de la boîte avec énormément de choses derrière, donc c'est très complexe. Donc voilà, et ensuite j'ai malheureusement encore pas mal de temps consacré à de l'opérationnel, c'est-à-dire à aider les managers sur leurs problématiques qu'ils peuvent avoir. Donc pour éviter ça, en fait, on leur donne du contexte, de la vision, on leur donne des cadres, un cadre maximum de façon à ce qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Mais parfois, on est obligé de répondre à des questions, évidemment. Et puis la dernière partie, je pense que c'est rencontrer des gens de manière générale pour l'avenir de la boîte. Et donc, c'est soit des partenaires qui soient technologiques, commerciaux ou autres, soit des investisseurs, soit des banquiers d'affaires, de façon à préparer le next step de la boîte. Sur la partie vente sur la partie levée de fonds, qu'est-ce qu'on va faire demain, comment on va générer du business, sachant que nous, on est mine de rien, c'est une machine qui crame du cash. Nous, globalement, on perd à peu près 100 000 euros par mois. Donc, ces 100 000 euros, il faut les financer d'une certaine manière. Voilà, puisque le jour où tu as 0 en banque et que tu as 100 000 euros qui arrivent à payer, c'est le mur, quoi. Donc voilà, il faut anticiper et tu ne peux pas le faire 2 mois, 3 mois, 6 mois avant. C'est plutôt 12 à 18 mois avant qu'il faut s'y prendre. Donc encore une fois, c'est quand on n'a pas besoin. Donc le quotidien d'un entrepreneur avec 10 ans de recul, le quotidien d'un entrepreneur qui vient de se lancer, peut-être, j'imagine que c'est différent. Nous, c'est quand même très très opérationnel. Enfin, pour le coup, comme on assure à la fois la technique, la vente, l'administration, la stratégie, c'est vrai que nos journées sont assez comme ça. Moi, j'essaye de pas faire 25 sujets la même journée et faire plutôt le journée lundi tech, le mardi sales, comme ça. Mais il s'avère qu'en fait, quand tu vends, quand tu rencontres des gens, tu t'adaptes un peu aussi à leur dispo. Moi, ça va être, j'arrive le matin, je regarde un peu les rendez-vous de la journée. C'est souvent des rendez-vous business, quelquefois des rendez-vous pour prévoir le futur, investisseurs, partenaires. Okay. Et après, ça va être tous les créneaux de vente, rendez-vous avec des gens, donc les discussions, puis derrière, rapport de comment s'est passé l'entretien, quels sont les next steps avec ses clients, ses prospects potentiels. Et tout le reste, c'est être développeur, quoi. Parce que on n'est pas assez, on n'est que 2 à dev dans la boîte. Les tickets de trucs à faire se stack petit à petit, plus tu rencontres de gens, parce qu'il y a des nouvelles demandes de fonctionnalités, il y a des bugs sur nos clients. Enfin, il y a toujours des choses à faire sur un produit. Et du coup, j'essaye d'alterner comme ça. Okay. Mais nous, on a une petite particularité, c'est que du coup, mon associé Pierre-Nicolas, qui est directeur technique de la boîte, prend aussi des sujets business. On se split en fait. Chacun touche un peu à tout. Ouais, avec quand même chacun. En gros, on va tous les deux faire les deux, mais on aura des périmètres de décision qui sont plus un technique et un business, quoi. Mais ça s'est fait sur le tas ou c'est réfléchi pour que justement chacun puisse avoir une vision de comment ça se passe côté business, comment ça se passe côté développement Déjà parce qu'on avait tous les deux envie d'avoir les doubles visions. Okay. Le tout étant d'être assez clair l'un envers l'autre sur qui décide quoi, en fait, pour pas qu'il y ait de problème. Mais c'est aussi que nous, on vend à des ingés et on vend à des directeurs d'innovation qui sont donc finalement en fait. des techniques. Ouais. Et du coup, d'avoir une posture de vente en étant technique a vraiment un intérêt. Donc, dans certains cas, c'est plus pertinent que ce soit Pierre-Nicolas qui aille. Dans certains cas, c'est plus pertinent que ce soit moi. Donc, ça dépend des fois. Okay. Mais globalement, c'est vrai que nous, nos journées, elles sont assez... c'est difficile de dire... Il n'y a pas une journée type. Non. Je prends tous les sujets comme ça et puis j'essaye de mélanger et puis d'arriver à avoir tout fini avant la fin de la journée, quoi. Et en termes de... est-ce que ton planning est chargé le cliché aussi, pour continuer dans les clichés, c'est un entrepreneur, il se lève très tôt, il se couche très tard et il fait que ça le week-end aussi. Non, mais oui. Pour être cru, mais est-ce que concrètement, tu as par exemple un planning qui est comparable à quelqu'un qui est en CDI dans une boîte? C'est zéro. Et à quel point c'est différent? Ça dépend quel CDI, je pense. Ouais, et encore, je pense. Mais non, alors là, pour le coup, s'il y a bien j'appelle pas ça un mauvais côté parce que je fais quelque chose qui me plaît.
Mais une grosse différence avec le salariat classique, c'est que je pense qu'une semaine classique de taf, c'est entre 70 et 80 heures, tu vois. Ouais. Ah, putain, ouais. Et du coup, enfin, on bosse quasiment 7 jours sur 7 toutes les semaines. Quand il y a vraiment des rushs, c'est du 7 jours sur 7. Ok. Ça fait grincer des dents certaines personnes de votre entourage, forcément, mais... C'est y la a pas question le aussi choix, sous-jacente, c'est est-ce que du coup c'est viable entre guillemets, que ça soit si on a un copain, une copine ou même son entourage, ou même sa vie perso, le sport, est-ce que c'est facile à vivre, est-ce que c'est vraiment une difficulté ou... quoi. Honnêtement, c'est galère. Enfin, moi, j'ai mis très longtemps et je pense que j'ai toujours pas trouvé le bon équilibre. Ok. Mais en même temps, je pense qu'il faut être hardcore, quoi. Enfin, au moins un certain temps, il faut mettre tout ce que tu as dans un seul truc. Et là, étant la réussite de la boîte, ou même l'enclenchement de la réussite. Et une fois qu'on aura ça, peut-être qu'on se reposera des questions de comment mieux équilibrer son temps, tu vois. Ouais. Mais enfin, nous, notre grosse peur avec Pierre-Nicolas, c'est vraiment de se dire si ça marche pas, je veux pas que ce soit parce que je me suis pas donné à fond, globalement. Ouais, donc à partir de là, en Et fait, t'as plus de... voilà, si j'ai 12 heures dans la journée, ben, si j'en mets pas 11 dans ce que je fais, ben, c'est que je me suis pas donné à Ok. fond, quoi, en quelque sorte. Ouais, je pense que tu fasses ça, hein. La vie d'entrepreneur, tu vis des phases hein, dans ta vie. Au début, bah, tu dois tout faire sur un gros volume horaire, donc effectivement, tu as tendance à bosser 7 jours sur 7. Moi, j'ai arrêté de bosser le week-end au bout de 3-4 ans à peu près, et ça m'a fait beaucoup de bien, et c'est cool. Ok, donc 3-4 ans, c'est quand même... C'est pas une obligation. En fait, le truc, c'est que moi, je suis admiratif des entrepreneurs qui arrivent à... Enfin, il y a des entrepreneurs, j'hallucine de leur capacité à avoir des emplois du temps ultra serrés, c'est-à-dire faire des journées, on va dire, faire des journées de 10 heures seulement, 5 jours sur 7. Je trouve ça juste incroyable. Je sais pas comment ils font. Moi, c'est mon rêve d'arriver à là, et parce que je sais que c'est important, en fait, parce que on peut pas faire que le boulot, même si moi, je prends un kiff fou au boulot. Mais effectivement, je pense que la vie personnelle en pâtit. En tout cas, y a des choses qui sont compliquées. Moi, je suis sorti de l'N7. J'avais mes potes qui me disaient ah tu viens on va faire un week-end à Berlin bah non en fait excuse-moi mais en fait déjà je vois pas comment je paierai un billet d'avion pour aller à Berlin et puis deux ben non en fait ce week-end là on a une mise en prod un machin un truc il faut que je bosse je suis en retard quoi. Ouais, c'est pas forcément facile au début. Donc c'est pas facile et puis mais au fur et à mesure tout l'enjeu est de surtout réussir à limiter le surplus de travail parce que l'asset le plus important de la boîte c'est l'entrepreneur en fait, hein, c'est le CEO ou enfin en tout cas c'est les associés, c'est les fondateurs. Et du coup, si un jour tu te crames, tu fais un burn-out, ben en fait c'est la fin de ta boîte quoi. Donc il faut vraiment en fait tu as une obligation et nous nos investisseurs ils sont hyper bons là-dessus parce que voilà moi mes investisseurs me gueulent dessus si je prends pas de vacances quoi. Ils me disent mais en fait si tu ne prends pas on sait que si tu ne prends pas de vacances tu vas être plus fatigué, c'est pas bon en fait, c'est un risque. Et, voilà. Et ils sont super bons là-dessus pour dire non mais en fait tu as le droit à ça, c'est pas normal. Donc ensuite tout l'enjeu c'est de réussir à faire rentrer tes journées. Donc tout ça passe par du focus, être capable de dire non, ce qui est quelque chose d'hyper compliqué. Mais quand t'es un perfectionniste souvent, c'est super dur de se dire en fait je fais que 80% des trucs, puis le 20% restant, c'est pas grave, je passe à côté, mais ça me permet de faire que 20% du temps. Et donc de faire beaucoup de choses. Ouais, d'avoir le recul quand t'as la tête dans le guidon. Ouais, c'est ça. Forcément le recul nécessaire. C'est ça, c'est hyper important. Et après, moi, je vois quand je lis beaucoup, par phase aussi, mais je lis beaucoup. D'ailleurs, j'ai ma liste de lecture pour ceux qui sont intéressés, qui est publique. Je vous filerai un lien vers un site pour aller vers cette liste de lecture. Il y a énormément de choses dedans. En fait, à chaque fois que je finis un bouquin, j'ai l'impression de gagner 3 mois en fait parce que c'est que des bouquins business évidemment mais parce que d'un seul coup tu découvres d'autres entrepreneurs comment ils ont fait pour répondre à des problématiques que toi tu rencontres et du coup c'est vachement intéressant de le faire pendant les 3 premières années par exemple. En fait à chaque fois que je l'ai fait dans mes 3 premières années ça a été un gain directement. Le problème c'est que en fait t'es toujours tête dans le guidon, tête baissée et tu prends pas le temps quoi et c'est vraiment un drame parce que à chaque fois que tu le fais tu te dis mais c'est génial, j'aurais dû le faire avant et en fait tu repars dans des mauvaises habitudes donc il faut se créer son rythme, c'est hyper important. Ok. J'avais une petite question peut-être plutôt pour conclure. Ça serait où est-ce que vous voyez, alors c'est un peu une question d'entretien classique mais moi ça m'intéresse, où est-ce que vous voyez peut-être dans 10 ans, 20 ans, est-ce que vous serez encore entrepreneur, est-ce que vous aurez plusieurs boîtes, est-ce que vous en aurez une autre, la même, est-ce que vous serez apiculteur, je sais pas. Franchement, pour l'instant, c'est pas trop des questions qu'on se pose parce que
enfin, toujours dans cette logique de si tu penses à trop à l'après, moins de chances de réussir le présent. Mais dans un monde idéal, Ouais, moi c'est j'aimerais beaucoup finir dans l'investissement, mais pas l'investissement au sens institutionnel du terme, vraiment tout ce qui est autour des business angels. En gros, Ok. rendre un petit peu ce qu'on t'a Prendre donné, l'appareil, ouais. et être moins dans l'opérationnel et plus dans l'accompagnement, mais pas dans des structures d'accompagnement. Ça me parle pas trop. Enfin, j'ai pas envie de bosser dans un incubateur. Ok. Mais par contre, être vraiment angel, ou enfin ce qui s'appelle angel, quoi, donner un petit peu des tickets et puis s'impliquer dans les boîtes, ça c'est des choses qui pourraient me plaire. Ok. Dans un monde idéal. David? Et moi, de mon côté, je pense que dans 10 ans, dans 10 ou 15 ans, je serai à fond dans l'associatif. C'est quelque chose, j'ai envie d'y revenir, enfin, et je le fais déjà, en m'impliquant à l'IoT Valley ou dans d'autres clubs et assos. C'est ta rampe de lancement au tout début. Et Ouais, en fait, j'ai envie de rendre, et du coup, après, ça doit être lié à l'emploi. Moi, c'est quelque chose qui est ancré en moi, et c'est quelque chose que je valorise énormément, et du coup, je pense que j'aimerais être dans un cadre associatif pour aider des entrepreneurs à réussir dans leur vie et à créer de l'emploi, en fait, de manière générale. C'est un truc qui me trotte dans la tête, donc ça fait voilà, à voir ce que ça donnera, mais c'est top. Ok, bah, c'est intéressant, ça se rapproche un peu, c'est rendre l'appareil et être plus dans l'accompagnement des futurs entrepreneurs de Aider demain. les autres, quoi, finalement. Peut-être, ouais, aider les autres. Bah, je sais pas si t'as d'autres questions. Eh ben non, il est 17h, donc... Bon, moi j'en avais plein d'autres, mais on va pas non plus s'éterniser. C'était super intéressant d'avoir vos retours. Je pense pas mal de conseils pour nos auditeurs. J'espère que ça donnera l'inspiration pour se lancer, pour pas avoir peur, pour parler de leurs idées, pour s'entourer, être accompagné. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. d'avoir Merci. consacré du temps pour nous. Ouais. Bon courage dans vos projets respectifs. Merci. Merci, Salut. à bientôt. À la prochaine. Au revoir.